à tous, très heureux de vous retrouver en direct de Cannes pour le deuxième épisode de la saison 3 de Greenwatching, l'émission où on parle d'écologie. Très heureux d'animer l'émission d'aujourd'hui avec ma consoeur Marie Renaud. Bonjour Marie. Bonjour Vadim, mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Avec la fin du Vendée Globe, une question émerge, que faire des voiles usées qui ne serviront plus? Il y a de plus en plus de spectateurs chaque année. Que nous réserve le développement de l'e-sport et quel est l'impact écologique d'une course de trail? Bon, vous l'avez compris, cette émission aujourd'hui elle va parler de sport et d'environnement. Aussi, on a l'honneur d'accueillir en plateau Marie-Ange Soula, ex-monitrice de plongée avec plus de 40 ans d'expérience. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. On accueillera aussi le triathlète Benjamin Piauget, patron de la marque spécialisée dans le sport, les vêtements Gauthier. Et bonjour le chat, cette émission c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à réagir, nos chroniqueurs, nous-mêmes et les invités, nous vous répondrons avec plaisir. Mais tout d'abord, cap en mer avec notre chroniqueur Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, le premier skipper de la 10e édition du Vendée Globe a terminé sa course depuis la semaine dernière. Charlie Dalin a pulvérisé le record précédent de Armel Lecléac en atteignant la ligne d'arrivée en seulement 64 jours et 19 heures, une avance de 10 jours sur le précédent record. Et alors aujourd'hui, tu viens nous présenter une entreprise qui récupère les voiles des voiliers, notamment celles du Vendée Globe, pour les transformer en vêtements, en sacs et aussi en objets de décoration. Tout à fait. Alors cette entreprise elle s'appelle 727 Sailbags et elle est basée à Lorient en Bretagne dans la Sailing Valley, la vallée de la voile. Alors c'est une PME d'une quarantaine de salariés et son activité principale depuis sa création en 2005 c'est de recycler des voiles de bateau pour leur donner une seconde vie. Ce principe il porte un nom, c'est ce qu'on appelle en anglais l'upcycling, en français le surcyclage. En d'autres termes, c'est le fait de revaloriser des produits en fin de vie afin de leur donner une autre fonction que pour laquelle ils avaient été conçus. Alors concrètement, 727 Sailbags récupère les voiles, elle les lave, elle les découpe et elle les tisse pour en faire des sacs, des trousses, des casquettes et plein d'autres accessoires. Vous me direz, c'est pratique, mais surtout, c'est très écolo car ça participe au développement durable et à l'économie circulaire, contrairement à une entreprise qui va produire sa propre matière, souvent à partir de coton ou de matière synthétique. Là, 727 Sailbags, elle va utiliser de la matière déjà existante. Et ça a plusieurs vertus parce qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, en particulier l'eau qui est massivement utilisée pour la teinture et la filature. Et puis aussi, ça évite que ces voiles elles soient abandonnées au fin fond des entrepôts, qu'elles soient brûlées ou qu'elles soient jetées en décharge. Et justement, Nicolas, tu as eu l'occasion de te rendre à l'atelier pour découvrir comment ces voiles sont transformées. Je vous propose de regarder tout ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Nicolas Vetto, je suis co-dirigeant et président de 727 Sailbags, donc qui est une société qui fait des produits dans des voiles qui ont navigué. Ici, vous êtes au point d'arrivée des voiles, les voiles arrivent par là, elles sont déchargées sur palettes, donc ça pèse, on va avoir des palettes de 200-300 kg de voiles parfois. On commence par les déroulé ici sur cette table de découpe et là c'est découpé, chaque pièce est découpée à la main sur un format pour donner des rouleaux. Les rouleaux que vous voyez par exemple là, c'est le format découpé, prêt à l'usage ensuite. Les pièces ont été découpées, sont présentées là et au fur et à mesure des besoins, la préparation va se faire. On va prendre par exemple la pièce de voile qui est là, là il y a un exemple préparé avec une lettre qui a été découpée. Ça, c'est vraiment la préparation. J'ai un autre exemple ici avec une voile très ancienne. Une fois assemblée, ça va être un très joli sac. Là, vous êtes dans l'entre du design de 727 Sailbags. Donc, on a deux stylistes. Une qui travaille plutôt sur la bagagerie. Par là, on voit les planches d'inspiration qui sont derrière, bagagerie et déco. Les produits sont dessinés ici. Et ensuite sont prototypés tout de suite à l'atelier en bas. Donc ça permet de développer des produits très rapidement. Bon, nous on peut développer très rapidement, 24-48 heures, on peut développer un produit. Parce qu'une fois qu'il a été dessiné, il faut voir comment la voile se comporte, si le sac se tient bien, et après il y a des ajustements. On vient de le voir Nicolas, ces voiles sont exploitées au maximum pour concevoir de nouveaux produits, mais concrètement, d'où viennent-elles ?
bien, elles proviennent d'horizons divers et variés. Et il faut savoir que pour faire son plein de voiles, 727 Sailbags, elle peut compter sur plusieurs réseaux de voileries qui vont garder les voiles abîmées de leurs clients pour les revendre à la start-up 727 Sailbags. Alors ces voileries, elles se concentrent surtout autour de la Méditerranée, majoritairement en France, mais aussi en Grèce et en Croatie. Et elle en reçoit depuis peu également des pays scandinaves et de l'Allemagne. La start-up aussi, elle les récupère évidemment auprès des skippers et des skippeuses qui font les courses au large. On a parlé tout à l'heure du Vendée Globe, mais il y a aussi le bol d'or Mirabeau sur le lac Léman à Genève, la solitaire du Figaro ou la route du Rhum. Et anecdote intéressante, sur l'étiquette de chaque produit de 727 Sailbags, il est indiqué l'origine de la voile avec laquelle le produit a été confectionné. Quelle compétition, quels océans, quels skippers. Et donc moi je trouve ça assez fou quand même de savoir que son sac qu'on utilise tous les jours pour venir en cours, et autrefois il a sillonné plusieurs milliers de kilomètres au travers de l'océan Atlantique, au travers de l'océan Pacifique, Indien, qu'il a parcouru toute la planète. Des voiles, enfin, elle en récupère auprès des particuliers, donc les gens qui possèdent un bateau de plaisance ou un bateau de course. Chaque année, 727 Sailbags récupèrent entre 50 000 et 70 000 mètres carrés de voile. Tu viens d'évoquer plusieurs noms de courses de voile, mais est-ce que 727 Sailbags a l'occasion de collaborer avec des skippers ou pas du tout? Tout à fait. Alors dernièrement, une collab avec la skippeuse Violette d'Orange qui est actuellement en 28e position au Vendée Globe. Et donc cette collaboration avec Violette d'Orange, c'est un moyen pour elle de l'aider dans son démarrage en commercialisant des produits à faible empreinte carbone. On en voit ici juste un sur l'écran. On voit bien qu'il est fait en voile de bateau et il est inscrit aussi son nom, Violette d'Orange, au milieu du sac. Des collaborations également, il y en a eu avec d'autres skippers, Maxime Sorel, Anthony Marchand, mais pas que parce que le 9 novembre dernier, à l'occasion du derby breton entre le FC Lorient et l'En Avant Guingamp, 727 Sailbags a eu l'occasion de confectionner le brassard du capitaine du FCL, Laurent Abergel. Alors ces voiles, elles provenaient d'un IMOCA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un IMOCA, c'est un peu comme la Formule 1 des voiliers à une coque. Donc voilà, c'est d'ailleurs l'IMOCA sur lequel avait navigué Johan Richomme qui arrivait en 2e position lors de ce Vendée Globe. C'est quand même assez fou de savoir que c'est transversal et aujourd'hui, à partir de ces voiles qui proviennent de voiliers, on arrive à faire de l'équipement sportif pour le football, mais aussi potentiellement pour d'autres sports. Complètement, oui. Merci Nico. Et tout de suite, pour nous parler de l'impact du trail, on reçoit Baptiste. Non mais attends, je crois que t'as pas compris, Baptiste là il est en train de faire un trail. Il est parti faire un trail là pendant l'émission? Ah non mais il est en train de courir. Oh là là, il en a pour un moment là encore. Ah bah je pense qu'il va pas venir tout de suite non. On remet ça un peu plus ouais, tard, on décale. Passer à autre chose je pense. Je pense que c'est le plus important. En attendant Baptiste, on a le plaisir d'accueillir Marie-Ange Soula, ex-monitrice de plongée. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais avant ça, vous étiez monitrice de plongée depuis 1968, c'est bien ça? Oui. Est-ce que dans votre pratique, vous avez enseigné à respecter des distances avec les récifs et les coraux pour ne pas les abîmer? Bien sûr, c'est primordial en fait de ne pas abîmer les gorgones, les rochers, tout ce qui a trait au milieu sous-marin avec nos palmes, notamment en se retournant ou en longeant les tombants. Et est-ce que les clubs de plongée avertissent de ne pas nourrir les poissons? Normalement oui, enfin, on ne les nourrit pas et on ne remonte rien de vivant à bord des bateaux. On parle beaucoup des tenues au cours de l'émission et pour la plongée, ce qui pose problème, c'est les combinaisons en néoprène. Oui. Elles sont composées majoritairement de pétrole. Oui. Il me semble bien. Et pour ça, il existe de nouvelles matières qui émergent. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors j'en ai entendu parler. Je sais que le pétrole est fait de moins en moins partie des néoprènes. Dans quelle proportion, je ne sais pas trop.
je ne me suis pas renseignée sur ce type de vêtements pour l'instant. Est-ce que vous saviez par exemple qu'on peut faire des combinaisons de plongée avec des coquilles d'huîtres? Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous aimeriez tester une combinaison de plongée faite Avec en plaisir, coquilles oui, sans problème. La prochaine que je rachète, c'est promis, je la prends écolo. Quel âge vous avez si c'est pas indiscret, Marie-Ange? 68 ans. Et vous plongez toujours aujourd'hui? Ah, samedi, j'étais dans l'eau. C'est Hélas, les clubs de plongée sont en vacances en hiver, donc je ne peux en hiver plonger que le samedi ou le dimanche. C'est problématique pour moi parce que j'adore plonger et si je plonge pas tous les jours, je suis très malheureuse. Parce qu'on peut plonger à n'importe quelle saison également. Ah bah, tout dépend du vêtement, tout dépend de l'équipement que l'on a. On a la chance en Méditerranée, l'eau descend qu'à 14 degrés, donc avec un vêtement un petit peu plus épais, on peut largement passer 1 heure dans l'eau sans problème. Est-ce que toutes les matières ont la même efficacité pour conserver la chaleur? Alors il y a des néoprènes, c'est l'épaisseur qui compte. Il y a aussi des vêtements secs, c'est-à-dire que l'eau ne rentre pas dans le vêtement. Dans ce cas-là, on est habillé en vêtements de ski en dessous. L'eau ne rentrant pas, on n'a pas froid pratiquement. On a froid sur le bateau en fait. Et vous pensez que la durée de vie d'une combinaison de plongée, ce sera à peu près combien de temps? Ah bah, c'est toujours pareil. Moi, il m'en faut une à peu près maxi tous les 2 ans. Parce que j'ai un néoprène d'été, un néoprène d'hiver. Et je change de néoprène tous les 2 ans. Mes néoprènes, ils font entre 300 400 plongées en 2-3 ans, quoi, maximum. Et est-ce que vous savez qu'il y a certaines marques comme Rip Curl qui, par exemple, utilisent les néoprènes usagés et ils les rénovent pour qu'on puisse les utiliser plus que 400 plongées, par exemple? Alors ça, je ne savais pas. Et bah peut-être que la prochaine fois, j'apprends des choses. Au lieu de racheter, quoi faire de nos néoprènes quand ils sont trop usés, c'est intéressant de savoir parce que en fait, un néoprène usé, en règle générale, il part à la poubelle, quoi. C'est un petit peu dommage. Il pourrait très bien être recyclé, tout à fait. Quand vous avez une déchirure sur votre combinaison, est-ce que vous la remplacez directement ou est-ce que vous pensez à la faire réparer? Non, justement, il y a une personne qui fait ça très bien, boulevard Carnot, en haut du boulevard Carnot. À Cannes, elle fait des néoprènes sur mesure, elle répare, elle arrange. Si on grossit un peu, elle élargit. Si on maigrit, elle rétrécit. Oui, tout à fait. Oui. Vous savez comment c'est fait? Pour rétrécir la combinaison? Elle coupe et puis elle recolle et puis elle recoue, tout simplement. C'est comme de la couture, hein. C'est comme un vêtement, hein. Sans que ça perde en efficacité? Ah, absolument pas, oui, tout à fait. Au contraire, si on a maigri, le vêtement étant trop grand, trop d'eau va circuler, donc on va se refroidir très vite et en fait on va avoir très froid très vite. Un néoprène doit être presque sur mesure. Et cette pratique de réutilisation de la combinaison, elle est répandue? Vous en entendez souvent parler? Ah oui, parce que moi je donne son adresse à tout le monde, hein. On va bientôt recevoir Elsa en duplex, notre journaliste. Mais avant ça, encore quelques petites questions. Est-ce que vous saviez que, autre que la matière d'huître, des entreprises misent sur un caoutchouc naturel à base de végétaux comme de la canne à sucre ou de l'EVA, un arbre à caoutchouc? Ça permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 70% par rapport à du néoprène à base de pétrole. Bien sûr, ces combinaisons haut de gamme ont un prix plus élevé que des combinaisons en néoprène classique, 10 à 15% plus élevé. Est-ce que c'est encore raisonnable, hein, en prix. Par contre, il faut savoir, est-ce que ça a la même efficacité thermique que les néoprènes classiques? Maintenant, mettre 15% de plus dans un néoprène, c'est peanuts. Vous diriez que ça vaut le coup? Ah oui, tout à fait.
Et Tout à fait. à partir du moment où ça protège de la même manière, Si ça a la même efficacité, moi je mets 15% de plus. est-ce que vous seriez prête dans votre pratique à avoir un peu moins de confort dans un but écologique? Ah non. Non, non. Non, non, c'est essentiel parce qu'il faut que la plongée reste un plaisir. Maintenant, si c'est un carcan, non. C'est clair. Il n'y a pas de raison que ce soit moins confortable de toute manière. Très bien. Je vous remercie pour vos interventions, Marie-Ange. Je Merci, vous en prie. Marie-Ange. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Et il n'y a pas que les combinaisons de plongée qui ont une seconde vie. Toutes vos affaires de sport peuvent resservir. Valentine, on vous accueille aujourd'hui pour savoir quel poids représente le business de la seconde main en France. Eh bien, chaque année, c'est près de 70 000 tonnes d'articles de sport qui sont jetés, alors qu'on pourrait encore les utiliser. Au lieu d'acheter son équipement dans un magasin spécialisé de fast fashion, de plus en plus de Français se tournent vers le marché de l'occasion. En 2021, la seconde main représentait 7 milliards d'euros en France et 105 milliards à l'échelle européenne l'année suivante. Avec Thierry Maïs, nous nous sommes rendus dans un dépôt vente de sport à Saint-Laurent-du-Var pour comprendre cette tendance. Dans cette boutique de sport d'occasion, les amateurs de ski viennent s'équiper ou vendre le matériel qu'ils n'utilisent plus. C'est la première fois pour Lucie, elle découvre le concept. Tout simplement, en fait, je vais vous dire à mon avis combien ça se vend, combien vous en récupérez, c'est-à-dire le prix de vente moins notre commission. Et si ça vous intéresse, on les met en vente, on les vend, et une fois qu'on les a vendus, vous récupérez de l'argent. Après un coup d'œil sur l'état de la chaussure, verdict. Ça se vend 149 €. Si on les met en vente 149 €, ça vous fait récupérer 96,85 € pour vous une fois vendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. 1er mars, fin de la saison, il faut récupérer les invendus. Si Lucie vend ses chaussures, elle récupérera un tiers du prix qu'elle a payé. La bonne affaire, c'est ce que cherche aussi Anthony. Pour baisser la facture, il veut investir dans de la seconde main. C'est la deuxième fois que j'en fais, donc je voulais un peu d'équipement. Je me suis dit que des équipements d'occasion seraient peut-être un peu plus abordables pour les premiers équipements. Ce serait plus ridicule d'acheter quelque chose de neuf si je les casse immédiatement ou si je veux plus faire de ski l'année prochaine. S'il avait acheté son équipement neuf, il aurait déboursé au moins 600 €. Seul bémol, le matériel n'est pas garanti. Il est juste vérifié avant d'être proposé à la vente. Pour ses chaussures de ski, Anthony paye 90 € au lieu de 400. Ça vaut le coup de vendre et d'acheter d'occasion parce que les produits coûtent un peu cher. Quand vous équipez des enfants pour le ski, si vous devez prendre les cours, les forfaits et du matériel, rapidement c'est un gros budget. Là, pour une famille qui veut s'équiper chez nous pour les enfants, on peut l'équiper des pieds à la tête pour 150 €. Une opportunité pour ses grands-parents. Ils rachètent chaque année du matériel. Leurs petits-enfants grandissent trop vite, mais les vêtements restent en très bon état. Pour éviter de jeter, près de 60% des Français se tournent vers la seconde main. Il existe d'autres alternatives aux boutiques physiques pour trouver du matériel ou des vêtements de seconde main. On peut citer des plateformes en ligne comme Vinted ou Le Bon Coin qui permettent à des particuliers d'acheter ou de revendre des affaires qu'ils n'utilisent plus. Mais ces applications sont parfois critiquées car elles incitent d'une certaine manière à la surconsommation, mais elles restent une solution écologique et économique intéressante pour les consommateurs. Et vous, le chat, est-ce que vous achetez des vêtements de sport de seconde main? Est-ce que quand vous allez faire du ski, vous préférez la seconde main à des achats neufs? J'ai vu un commentaire passer de Glycose et il demandait pourquoi les vêtements de seconde main coûtent si cher encore. Eh bien, car souvent, ils sont remis à neuf pour pouvoir justement être réutilisés. Mais normalement, notamment dans ce magasin de dépôt-vente, le prix est fixé selon la valeur de l'objet. Et normalement, ça coûtera forcément moins cher d'acheter d'occasion que d'acheter neuf. Ça coûte forcément moins cher, mais oui, il y a aussi une question d'offre et de demande, mais aussi de remise en condition de travail humain qui a un coût. Complètement, dans la boutique où nous sommes allés, il y a un atelier qui permet de remettre à neuf les skis ou bien les casques qui doivent répondre à des normes de sécurité pour protéger tout simplement les utilisateurs. Très bien. Merci beaucoup Valentine. Merci. On part maintenant sur un sport qui se développe de plus en plus avec 11,8 millions de pratiquants en 2023 et 530 millions de téléspectateurs par an.
donc un peu plus que la population totale en Amérique latine. Vous devez sûrement vous demander, mais quel est ce sport qui rassemble autant de monde? Eh bien, c'est l'e-sport. Et avec des chiffres comme ça, on peut se demander quel impact ça a sur l'environnement. Elsa se trouve à Villeneuve-Loubès dans une salle de gaming. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Et oui, je suis en direct depuis la salle Game Over à Villeneuve-Loubès. Alors ici, on ne parle pas de chaussures de randonnée ou de club de golf, on parle plutôt de League of Legends ou de Valorant. Si vous vous demandez ce que c'est, c'est tout simplement des jeux vidéo qui sont pratiqués dans des compétitions d'e-sport. Alors l'e-sport, concrètement, c'est la pratique du jeu vidéo lors de compétitions ou de tournois. Ça peut se faire seul ou en équipe, et le plus souvent c'est diffusé en streaming sur des plateformes telles que Twitch, celle sur laquelle vous regardez cette émission. Alors concrètement, l'impact écologique de l'e-sport, il se base sur plusieurs secteurs. Le premier, c'est un secteur qui existe aussi dans le sport plus traditionnel, c'est tout simplement les transports lors des compétitions et des tournois. Alors entre les joueurs, les équipes et les milliers de spectateurs qui se déplacent des 4 coins du monde pour assister à ces événements, on est sur des bilans carbone plutôt conséquent. En plus des spectateurs sur place, on retrouve les téléspectateurs en ligne depuis chez eux qui regardent ces événements. D'après l'ADEME, 1 heure de streaming vidéo haute définition peut émettre entre 36 et 88 grammes de CO2 par spectateur. Alors à l'échelle d'un tournoi à plusieurs millions de viewers, les émissions liées au centre de données peuvent parfois atteindre plusieurs centaines de tonnes de CO2. À côté de ça, la consommation énergétique liée au matériel est elle aussi colossale. Je suis avec Olivier Adam, le propriétaire de l'établissement. Bonjour Olivier. Bonjour Elsa. Est-ce que vous savez un peu combien consomment vos ordinateurs? On est à peu près sur une moyenne entre 300, 400, voire 500 watts en fonction des espaces dédiés, notamment la réalité virtuelle qui est un peu plus gourmand que les jeux clavier-souris. Et est-ce que vous savez quelle est la durée de vie des composants des ordinateurs et quelle est la durée de vie d'un PC gamer en général? On est sur une moyenne également, je dirais, entre 5 à 7 ans en fonction de l'entretien de l'ordinateur. On essaye régulièrement, chaque année, de les entretenir afin qu'ils soient un peu plus performants et qu'ils durent plus longtemps. Et qu'est-ce que vous faites une fois que les ordinateurs sont en fin de vie? On essaye de réparer les petits composants qui sont, eux, défectueux. Sinon, malheureusement, ils seront à la déchetterie et on essaye de... Et est-ce que vous savez ce qu'il adviendra d'eux une fois qu'ils sont déposés à la déchetterie? Alors non, j'avoue qu'après le processus, non, je ne sais pas. Et en tout cas, en termes de recyclage, les pièces d'ordinateur, c'est quasi impossible de les recycler. Oui, c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis alors, pour essayer de réduire toutes ces émissions, les organisateurs de tournois commencent à trouver des solutions, par exemple établir le lieu des compétitions dans des endroits faciles d'accès par les transports en commun. Les équipes, elles aussi, essayent de mettre en place des mesures, par exemple acheter des équipements éco-responsables ou participer à des campagnes de sensibilisation. D'autres événements tentent de compenser leurs émissions carbone à travers des actions environnementales. C'est notamment le cas en 2021 de l'ISL Flow Championship en Italie. Alors pour compenser ces émissions carbone, ils ont tout simplement participé à la plantation de 80 arbres, faisant de ce tournoi le premier événement d'e-sport neutre en carbone. En parallèle, les compétitions d'e-sport sont encouragées par des chartes écologiques nationales. En 2017 a été mise en place la charte des 15 engagements éco-responsables par le ministère des Sports et la WWF, charte qui concerne également les événements d'e-sport et leur permet de suivre en fait une ligne de conduite vers la réduction de leurs émissions carbone. Et si vous aussi vous voulez continuer de jouer aux jeux vidéo tout en réduisant votre impact carbone, un conseil, retournez à la Wii, c'est beaucoup moins énergivore que Call of Duty, c'est promis. C'était très intéressant, merci Elsa pour toutes ces précisions. Je crois qu'on va recevoir Baptiste là bientôt qui devrait avoir terminé son trail d'une seconde à l'autre. T'as toujours pas compris, là je crois qu'il est à la plage maintenant, mais il va arriver, hein. Il est juste encore en train de courir. À la plage là, il reste encore plusieurs kilomètres d'ici là. Écoute, c'est pas grave, on le fait passer après, il fait un trail, c'est normal. Vraiment, décidément, le trail c'est quelque chose. Non mais... Ah, je crois que je le vois là. Ah ouais, il est là. Il saute, il fait du parcours, je crois. C'est un mélange. On passe à autre chose. Et tu vois, en parlant de plage, direction un endroit qui lui est bien touché par les conséquences du réchauffement climatique. Bonjour Elliot. Bonjour Marie. Les
Marshall, est-ce que ça vous parle? Si oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en savez, et si ce n'est pas le cas, pas de panique, on y arrive. Alors les îles Marshall, c'est un ensemble de 29 atolls et îles volcaniques. Cet archipel se situe dans le sud-ouest de l'océan Pacifique Nord. C'est un coin de paradis qui, grâce à une initiative unique autour d'un maillot de foot, attire aujourd'hui l'attention du monde entier. Ces îles sont à la fois un paradis fragile, mais aussi un symbole poignant des défis du réchauffement climatique. Avec une altitude moyenne de seulement 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, elles font face à une menace existentielle que l'on connaît tous, la montée des eaux. Alors, depuis le début du XXe siècle, le niveau des océans augmente à un rythme sans précédent. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. D'après l'Organisation météorologique mondiale, le niveau des mers a augmenté de 9,4 cm à l'échelle mondiale au cours des 30 dernières années. Mais dans le Pacifique, cette hausse atteint jusqu'à 15 cm dans certaines zones, rendant les îles encore plus vulnérables. Pour les îles Marshall, c'est une double peine. Je m'explique. En plus de voir leurs terres submergées, elles doivent faire face à une autre menace, la perte d'eau potable. Alors selon une étude de l'Institut d'études géopolitiques des États-Unis, les réserves d'eau douce des îles Marshall ne seront plus potables d'ici à 2035. Pourquoi? Eh bien c'est simple, la montée des eaux ne provoque pas seulement des submersions, mais elle salinise les nappes phréatiques, transformant l'eau douce en eau salée inutilisable. Alors face à ce défi colossal, la Fédération de football des îles Marshall, créée très récemment, parce qu'elle a été créée seulement en 2020, a décidé d'agir. Alors elle l'a fait de manière très originale. En décembre dernier, elle sort un maillot de foot pas comme les autres. Alors ce maillot, il est juste derrière moi ici en plateau. Et avant de vous le présenter, je tenais à remercier Matt Webb, le directeur marketing et communication de la Fédération de football des îles Marshall, qui nous a envoyé ce maillot pour qu'on puisse vous le présenter. Alors je me lève, je vais aller le chercher. Il est beau, hein? Sympa, hein? Donc ce maillot, il a été conçu par le designer uruguayen Mathias Otero. Donc le maillot raconte vraiment beaucoup d'histoires. On peut y retrouver de nombreux symboles des îles Marshall. On va avoir ici un canoë traditionnel qui permettait aux habitants notamment de voguer jusqu'à leurs occupations. On a également beaucoup de nature avec des animaux marins, de la végétation. Et donc vraiment, il y a beaucoup de détails sur ce maillot, notamment, si vous repérez ici, le chiffre 1,5. Alors vous vous demandez peut-être à quoi il correspond. Pourquoi 1,5? Et voilà, la question elle arrive. Eh bien, parce que cela représente l'objectif vital qui a été fixé par l'accord de Paris datant de 2015, qui se veut de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors pour les îles Marshall, ce n'est pas un objectif, mais bien une question de survie. Alors une autre version spéciale de ce maillot a été conçue avec des trous. Alors comme vous pouvez voir sur les images du plateau, alors je vais demander aux personnes présentes ici, mais aussi également dans le chat, est-ce que vous savez à quoi servent ces trous? Vadim, as-tu une idée? Enfin, ce que ça représente? Ah non, perso, aucune idée. Marie, peut-être, t'as un élément de réponse? Franchement, je sais pas du tout, j'avais jamais vu déjà un maillot avec des trous. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment jouer avec un maillot avec des trous? Visiblement oui. C'est étonnant. Eh bien, ces trous, ils symbolisent les îles de l'archipel qui pourraient disparaître sous les eaux suite à cette menace. Alors, il y a beaucoup de joueurs mondialement connus qui ont porté ce maillot afin d'apporter leur soutien à cette initiative. On peut retrouver sur les images juste derrière moi Riyad Mahrez ou bien encore l'attaquant Sidney Govou. Et ce maillot n'est pas juste un symbole local, notamment grâce à son buzz qu'il a pu faire sur les réseaux sociaux et à travers les médias du monde entier. On a pu notamment en France voir l'apparition de nombreux articles à ce sujet, que ce soit sur RMC Sport, le journal L'Équipe et notamment Clutch aussi, si vous connaissez Clutch, un super média. Alors, et vous, dans le chat, avez-vous déjà vu d'autres initiatives sportives aussi marquantes pour l'environnement, donc à l'image de ce maillot? Si jamais, n'hésitez pas à nous les faire partager, on serait ravis de les découvrir. On peut se demander pourquoi cette initiative est-elle si importante? Eh bien, parce que cela montre que le réchauffement climatique touche tous les domaines, y compris le sport. Ici, le football devient un langage universel, capable de sensibiliser, de mobiliser les esprits et de rappeler au monde que chaque action compte pour protéger la planète.
Eh bien, ce maillot, juste ici, on vous le fait gagner juste après. Il faut attendre la fin de l'émission avec Nathan qui fera son quiz et vous aurez toutes les modalités pour participer et tenter de gagner ce magnifique maillot. Voilà, très beau. Ouais, merci de m'avoir laissé expliquer cette situation qui passe aux îles Marshall. Merci à toi, Elliot. Alors le chat, restez bien jusqu'à la fin pour tenter de gagner ce maillot. D'ailleurs, en parlant du chat, il me semble que j'ai vu que la plupart d'entre eux préféraient la version du maillot avec des trous. Moi, je la trouvais plutôt sympa aussi. Les avis sont mitigés, on pourrait faire un sondage. Dites-nous dans les commentaires quel maillot vous préférez, avec ou sans trou. Perso, j'ai ma préférence, je ne dirai pas laquelle. Tu vas biaiser tout le monde? Un petit peu. Je ne dirai pas. Appelez tous vos proches, vos amis, votre famille peuvent participer au grand quiz de fin pour tenter de gagner ce maillot. On va maintenant parler d'un autre sport, le trail. Enfin, Baptiste est sur le point d'arriver. Je le sens, il est tout proche. Non, je crois que tu t'es encore trompé. Il est toujours pas là. C'est pas vrai. Et oui, il est pas là. Je crois qu'il est vers Coubertin. C'est tout proche ça. C'est pas loin là. Non. C'est vraiment pas loin. Bon, peut-être qu'on peut faire une petite dernière chronique avant de le recevoir. Je pense que c'est la dernière chronique et après on le reçoit, il est vraiment pas loin. J'espère. Si je vous dis grip, swing, club ou encore green, à quel sport ça vous fait penser? Je sais pas du tout. Le chat peut-être une idée? Le grip, le putter, le swing. Et bah c'est le golf, tu sauras. Le golf, parce que le golf qui est trop souvent perçu comme élitiste, cette activité qui est cliché et considérée par certains écologistes comme le symbole du riche qui pollue la planète pour un seul loisir. Axel, parle-nous-en. Bonjour déjà. Bonjour Axel. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben, ça va très bien. Et effectivement, tu l'as dit, c'est le 4e sport le moins écolo. Après le ski, les sports mécaniques et le tir, selon le magazine Sport et Vie. C'est l'utilisation de pesticides et d'engrais, les nombreuses balles perdues, mais surtout la consommation en eau qui expliquerait ce classement. En tout, les plus de 700 golfs en France consommaient par an 29 millions de mètres cubes d'eau, selon un rapport paru en 2013, soit la consommation moyenne annuelle de 530 000 Français, ce qui correspond à la population de Lyon. Donc maintenant, je vais vous amener à Villeneuve-de-la-Raho, à côté de Perpignan, dans un des départements les plus secs de France, où un nouveau golfe est en pleine construction. Alors il y a certaines zones des Pyrénées-Orientales qui n'ont quasiment pas vu de pluie depuis 3 ans, et les restrictions en eau sont régulières pour les agriculteurs et les habitants. Il y a eu des manifestations, des pétitions et des perturbations du chantier pour protester contre ce futur golfe de 18 trous. Collectifs, associations, chercheurs et partis d'opposition y voient une menace pour l'environnement et les besoins en eau des populations. Mais cette eau, elle va venir d'où? Eh ben, on ne sait pas vraiment en fait, parce que la commune et les investisseurs promettent que le golfe sera arrosé uniquement avec des eaux usées, sauf que la station d'épuration de Villeneuve-de-la-Raho ne suffirait pas selon les opposants. Le projet très controversé de 160 hectares, qui est porté par la maire LR de la petite commune, s'accompagne de la création de 600 logements. La livraison est prévue 2026 si les différents recours déposés en justice ne modifient ou ne mettent pas fin au projet. En France, la filière golfique compte 15 000 emplois directs et indirects. En 2023, la Fédération nationale atteignait le nombre record de 445 000 licenciés, dont 27% de femmes. Et à ce chiffre, il faut ajouter entre 300 et 400 000 pratiquants réguliers non licenciés et moins de 0,1%, donc très faible part, c'est la part de la totalité des eaux prélevées dans l'Hexagone par les golfs. 90% d'entre eux n'utilisent pas d'eau potable, l'or bleu provient de forages, de bassins de rétention d'eau de pluie, de canaux d'irrigation ou encore de cours d'eau, mais la solution la plus durable, c'est la réutilisation d'eau usée, une ressource qui reste peu employée mais qui se développe petit à petit. Donc juste à côté d'ici, à Mandelieu-la-Napoule, le golf Old Course recycle de l'eau pour arroser ses 74 hectares depuis l'été 2023.
Au lieu d'être rejetés en mer, les eaux usées sont traitées par une station d'épuration de Mandelieu. Le golfe azuréen forme un grand espace vert préservé de l'urbanisme, sauf que parfois la construction des parcours de golf implique un réaménagement des habitats naturels et la biodiversité n'est pas toujours très grande avec des prairies qui sont parfois traitées par des engrais ou des pesticides. Eh bien, Axel, ton annonce de chronique avait déjà enflammé les réseaux sociaux de EJC Média et elle continue d'enflammer le chat. Par exemple, Evan MLD22 qui répond que tu propages des fake news. Carrément. Je suis bouillant. Pourtant, toutes tes informations sont sourcées et Évidemment. on pourra les retrouver à la fin de l'émission. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai des liens, vous inquiétez pas. Liloul qui demande est-ce qu'on peut faire du golf de manière écologique? Je viens d'en parler du coup avec le golf de Mandelieu. Il y a d'autres exemples aussi en France qui réutilisent donc des eaux usées qui sont traitées par des stations d'épuration. Et d'ailleurs, comment ça se passe en période de sécheresse? On a souvent l'image d'une pelouse bien verte l'été. Comment ils arrivent à maintenir cette belle couleur vive? Alors il y a, selon la situation hydrique des départements, des restrictions d'eau. Il y a aussi des interdictions d'arrosage, mais elles sont plus rares. Elles doivent être décidées par les préfets. En seuil de crise, donc le niveau de restriction d'usage de l'eau le plus haut, les greens, donc les zones où il y a les trous, peuvent continuer à être arrosées la nuit, soit seulement 1 à 2% de la surface des golfs, et l'arrosage des greens ne peut représenter plus de 30% des volumes habituels. La consommation globale d'eau a baissé de 14% entre 2006 et 2020, selon un rapport de la filière publié en 2023. La même année, l'application plateforme.golf a été lancée. Elle permet aux golfs affiliés à la Fédération française de gérer et renseigner leur consommation d'eau, de pesticides et d'engrais. Et un des enjeux majeurs, c'est de puiser moins d'eau potable et plus d'eau usée, irrigation agricole, nettoyage des rues, recharge des nappes phréatiques. Au-delà même de l'arrosage des golfs, la réutilisation est une des réponses possibles à la sécheresse. En France, on réutilise seulement 0,6% de nos eaux usées traitées. Alors on peut dire que pour verdir leur pelouse, les golfs doivent d'abord verdir leurs pratiques. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette intervention, Axel. Dans le chat, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'irrigation des golfs l'été? Et je crois qu'on me dit dans l'oreillette que cette fois c'est la bonne. Je crois aussi, je crois que c'est le grand moment. Baptiste est sur le point d'arriver. Baptiste, enfin. Le voilà, Baptiste, enfin là, il a terminé son trail. Ah, ça y est, je suis là, désolé pour l'attente. Hein. Il n'y a pas de souci, on attendait que toi depuis le départ. On doit courir, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'ai fait une petite balade, j'ai retardé un peu, je suis désolé là, dans le timing je suis pas bon. Petite balade, tu as fait le tour de la région entière, hein, j'ai l'impression. Hein. Et pourtant, tu as fait le tour de la région avec seulement ces quelques habits que tu portes là. Des baskets, un short, un t-shirt. Au final, pour faire du trail, il suffit de pas grand-chose. Est-ce qu'on a enfin trouvé une discipline qui respecte l'environnement? Et pour les connaisseurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous aimez dans ce sport. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore ce sport, pas de panique. Je vous emmène tout de suite dans l'univers de cette discipline. Donc pour répondre à ta question, Vadim, le trail, c'est un sport éco-responsable? Oui et non. Pour commencer, le trail, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. C'est un sport qui mélange aventure et nature. C'est souvent perçu comme l'activité outdoor par excellence. En France, en 2024, il y avait plus d'1 million de pratiquants. Mais ce qui fait sa force, c'est sa connexion intime avec les grands espaces. Ce sport est souvent perçu comme respectueux de l'environnement. Alors je me suis justement posé la question, est-il vraiment aussi respectueux qu'on ne le pense? Alors initialement, le trail, c'est courir dans la nature avec un équipement réduit au strict nécessaire. Mais le sport s'est tellement développé que les grandes compétitions internationales comme l'UTMB Mont-Blanc, qui se déroulent chaque année à Chamonix, révèlent une toute autre réalité. À chaque édition, c'est pas moins de 10 000 coureurs qui se rassemblent en Haute-Savoie. Et ça, c'est sans compter les accompagnateurs. Chaque coureur se déplace environ avec 2 voire 3 accompagnants. Il y a aussi les spectateurs qui viennent voir la course et toutes les personnes qui travaillent sur l'événement. Donc si on prend en compte tous ces éléments, finalement cet événement, il a un bilan carbone en 2019 de 11 000 tonnes de CO2. Ça équivaut à environ 7 000 allers-retours entre Paris et New York en avion.
Et l'essentiel de ces émissions, environ 80%, elle est liée au déplacement des participants et de leurs accompagnateurs qui viennent de la Terre entière, que ce soit sur l'UTMB du Mont Blanc ou sur la Diagonale des Fous, sur l'île de la Réunion. Ces données, ce sont les organisateurs qui les fournissent. Ils ne cherchent pas à les cacher, au contraire, tentent de les minimiser. Pourtant, ce n'est pas le seul impact du trail sur la planète. Les sentiers sont souvent des zones fragiles qui subissent le passage répété des coureurs. Il y a une traileuse, Aline Coquart, qui est reconnue, qui déclare que sur certaines courses, comme la Saint-Élion, qui consiste à rejoindre Lyon en partant de Saint-Étienne, par temps pluvieux, les sentiers deviennent impraticables pour les randonneurs après le passage des coureurs. Heureusement, il y a des solutions qui existent. Il y a des personnes appelées ambassadeurs de l'environnement qui sont présents sur les plus grosses compétitions, qui viennent nettoyer les sentiers avant et après et qui établissent des restrictions comme l'interdiction de l'usage des bâtons sur certaines zones sensibles. Il y a aussi la gestion des déchets qui a fait du progrès. Fini les gobelets en plastique dans les ravitaillements. Enfin, oui. Désormais, chaque coureur doit apporter son propre récipient. Il y a des citernes qui remplacent les bouteilles jetables pour distribuer de l'eau. Et même les t-shirts des finishers, c'est un peu mythique dans les trails, eh bien, ils sont repensés pour éviter de produire en masse, parce que souvent ça finit au fond du placard. Il y a beaucoup de maillots dont on ne se sert pas. Mais le vrai défi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les transports. Les trailers aiment la nature et se revendiquent eux-mêmes comme des amoureux de la nature. Mais prendre l'avion pour faire une course, c'est peut-être pas si éco-responsable que ça. Donc pour réduire cet impact, certaines organisations récompensent les coureurs qui utilisent les transports en commun ou encouragent le covoiturage via des plateformes dédiées. Et l'UTMB du Mont Blanc réfléchit même à un système de récompenses financières, voire sportives, qui pourrait avantager certains coureurs en fonction de leurs moyens de transport. Cette idée pionnière pourrait voir le jour dans les prochaines années. Bon, alors quelle est la solution? C'est ça qu'on veut. Mais peut-être un retour à une pratique plus locale pour un trail durable, parce que le sport est en tel développement qu'il y a des petites organisations qui offrent des opportunités à plus petites échelles, ce qui signifierait moins de participants et moins de déplacements. Donc le débat il est principalement là. Est-ce que les sportifs sont prêts à participer à des courses avec moins de renommée au profit de l'environnement? Après, il faut quand même nuancer, car le trail reste un sport qui pollue peu, si on compare avec d'autres disciplines, comme l'a pu dire Axel tout à l'heure, comme le ski ou les sports motorisés. Donc voilà, le chemin vers un trail 100% écologique, c'est encore long, mais chaque pas compte. Très belle phrase, merci Baptiste. Et qu'en pense le chat, le trail? Est-ce que c'est une pratique donc qui vous attire? Seriez-vous prêt à faire des milliers de mètres de dénivelé pour admirer des paysages à couper le souffle? Répondez-nous, parce que je crois que Axel était vachement emballé par cette chronique, à tel point que je l'ai vu filer. Il est parti courir là dans l'Estérel tout de suite. Là, il m'a dit, là j'ai un 16 km là qui m'attend, 800 mètres de dénivelé. Il pouvait pas le rater. Ah, il était pressé, il a mis les baskets là. Je crois qu'il est parti, on le reverra que demain. Il est parti. Et toi, Vadim, est-ce que tu serais prêt à faire du trail, à faire des dénivelés, mais de fou malade? Pour la beauté d'un beau paysage, je suis prêt à gravir les plus hauts sommets, Marie. Tu gravirais l'Everest pour le paysage? Peut-être pas l'Everest pour son côté éthique. On connaît les accidents, la pollution touristique qu'il y a là-bas. Pour ma part, je suis bien content qu'aujourd'hui, on abandonne les gobelets jetables dans la pratique des compétitions de trail. Enfin vraiment. Ben ouais, enfin, mais le problème, c'est comme je l'ai dit, il n'y a pas que ça qui pose problème dans cette pratique. Mais bon, après, il faut quand même nuancer un peu. Ça reste de la course à pied. Il n'y a pas trop d'émissions comme peut avoir dans les sports motorisés, où là, vraiment, c'est une aberration. Et j'ai vu réagir dans le chat. Quelqu'un disait que pour faire du trail, pour apprécier la nature, il n'y a pas forcément besoin de faire des compétitions. On peut parfois aller tout près de chez soi. Donc pour ça, pas besoin de prendre l'avion pour se rendre à Chamonix, pour participer à l'UTMB avec des milliers d'autres participants. Parfois, à quelques kilomètres de chez soi, on peut profiter et se régaler d'une vue magnifique. Ça c'est sûr, mais après c'est comme dans tous les sports, le sport amateur pollue forcément moins que le sport professionnel, mais le sport se développe tellement qu'il y a vraiment des compétitions où ils sont obligés de refuser certains participants parce que ça devient, il y a trop d'impact sur la nature.
Merci beaucoup Baptiste. On accueille maintenant Benjamin Piogier, patron de la marque Les Vêtements Gauthier. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc on a vu qu'avant cette marque ne vous appartenait pas. Maintenant elle est à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi maintenant vous avez récupéré cette marque alors que c'était une marque de vêtements de cyclistes et vous êtes triathlète? Alors on fait toujours des vêtements de vélo. La marque a été créée en 1987 par Pierre Gauthier, qui était un ancien cycliste pro. Donc c'est vrai qu'il y avait une grosse identité vélo. Et moi je l'ai reprise en 2016. Voilà. Et donc du coup il y avait déjà une partie qui axée sur le triathlon. Et c'est vrai que là on a développé de plus en plus le triathlon, la course à pied et le trail notamment, pour rebondir sur le sujet précédent. Donc on sent vraiment qu'il y a des sports qui se développent et on est obligé de nous adapter par rapport à ça, quoi. Donc maintenant on a vraiment plusieurs sports au catalogue Gauthier, quoi. Vous venez de parler du trail d'ailleurs, vous en pensez quoi? C'est une très belle pratique, hein. Après c'est vrai que l'identité du trail c'est vraiment le côté nature, le côté environnemental obligatoirement. Et c'est vrai que maintenant quand on voit l'UTMB qui a été racheté par des gros labels type Ironman que moi je connais bien dans le triathlon, qui apporte vraiment un sport un peu business et avec une augmentation des licenciés et autres. D'un côté, moi ça me va bien parce que ça développe et tant mieux pour nous, quoi. Mais c'est vrai que l'approche du trail maintenant devient de plus en plus business et on voit même les trailers avec des équipements pas possibles pour faire 10 km, avec des gourdes, des machins, des trucs. C'est vrai que maintenant qu'un bel équipement classique, ça se voit quasiment plus sur des courses, quoi, maintenant. Donc c'est vrai que la pratique du trail commence à être un peu pervertie entre guillemets par ces gros sports business qui s'en apparent, quoi. Et comment vous faites, vous, pour produire des vêtements de trail, de cyclisme, de course, etc., mais de manière écologique? Nous déjà, on est déjà à 100% Made in France, donc c'est une approche qui est déjà, nous, dans l'ADN de la marque, parce que depuis 1987, on est Made in France. Donc moi, ça a été vraiment une condition pour pouvoir récupérer cette marque, de garder les emplois qui étaient... Donc moi, j'ai toujours une couturière qui est toujours là, que j'ai gardée depuis 2016. Et voilà, et donc nous on a repris des nouvelles couturières et c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est de maintenir les emplois en France et de garder ce cap du Made in France, quoi. Vous n'importez pas de l'étranger? Ah non, rien, on importe nos tissus d'Italie, quelques tissus d'Espagne donc qui arrivent en rouleau, et après on a même des tissus français. On a le groupe Païen qui nous accompagne, donc c'est un tissu qui est tissé en Ardèche. Et là, on est très content de pouvoir développer et de petit à petit de rester vraiment en essayant d'être en 100% Made in France. On a déjà les zips avec YKK, on a les fils avec Maxell, des choses comme ça où on essaie vraiment d'être 100% Made in France. Après, les lycras, c'est vrai que les lycras, c'est la qualité italienne, c'est tout ça. Là, on est obligé de... J'ai fait le petit signe là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà, on est obligé de voilà, quand même... vraiment des labels de tissus qui sont vraiment importants pour nous et qui sont éco-responsables, et c'est aussi pour ça qu'on les prend chez eux, quoi. Votre marque est d'ailleurs labellisée Ecotext, EcoVadis et Global Recycled Standard, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ces labels signifient et quelles sont les conditions pour les obtenir? Donc ça, c'est des labels indépendants en plus, donc ça c'est un point positif. Et en fait, c'est eux, ils labellisent les tissus qu'on utilise. Donc ils ne sont pas venus directement chez Gauthier, ils labellisent donc des marques comme C-Type, qui est donc notre fournisseur de tissus principal en Italie, ou le groupe Païen. Donc voilà, donc c'est nos matières premières qui sont labellisées par ces labels indépendants. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait aussi d'autres marques qui font de plus en plus de maillots, notamment de cyclisme, de recyclés? Donc par exemple, il y a Sirocco qui fait des maillots en fil recyclé, ou encore Velor avec des maillots 100% circulaires. Est-ce que vous étiez au courant? Non, après, je ne sais pas où ils fabriquent aussi, donc tant mieux pour eux. Ouais. Non, c'est bien que nos concurrents puissent aussi s'adapter. Voilà, je pense que d'autres concurrents aussi sont dans cette démarche, puis c'est même un terme d'éthique personnelle aussi, donc je pense qu'il y a quand même vraiment une évolution dans les mentalités, et tant mieux s'il y a des concurrents qui
qui se mettent là-dedans. Mais après, ce serait bien qu'on ait de plus en plus en Made in France. Parce que c'est vrai on est quand même vraiment seul. On en a beaucoup qui vont mettre des trucs bleu, blanc, rouge, des choses comme ça. Mais il y a quand même très peu de personnes qui fabriquent comme nous. Donc ça fait un peu d'honneur de leçon, mais c'est vrai que on se bat un peu par armes égales des fois avec certains de nos concurrents qui vont fabriquer en Pologne ou dans d'autres pays. Encore quand c'est européen, encore ça va, mais c'est vrai qu'après quand ça part en Chine ou au Maghreb, c'est un peu plus compliqué, quoi. Le chat demande quelle est la tranche de prix à peu près de vos vêtements. Alors donc en fait on va avoir le rat Léon, c'est mon chien. C'est un Shiba que je salue. Et voilà. Cœur sur toi Léon. Mais le rat, c'est horrible de dire que c'est un rat. Il est magnifique mon chien. Et du coup ouais non donc pardon, excuse-moi Vadim, j'ai oublié ta question. Pas de souci. J'étais perturbé par Quelle est la tranche de prix de vos vêtements? La tranche de prix, donc en fait on va avoir un prix club qui est donc notre prix entre guillemets entrée de gamme. J'aime pas dire ça parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est donc notre premier prix qui est un peu notre produit d'appel, qui est le maillot vélo, qui va sortir donc à 50 € TTC en prix club. Donc on est à 41 € hors taxe. Donc c'est vraiment nous le prix qu'on va le vendre à nos clients. On va parler hors taxe. Donc voilà, sur un minimum d'une quinzaine de pièces, on peut sortir un maillot aux alentours de 50 € TTC, donc de 41 € hors taxe. Après, on va avoir sur des prix particuliers sur notre site, on va avoir des produits un peu plus haute valeur avec des trifonctions, avec des matières, donc j'ai pris des matières du groupe Payen, donc qui sont tissées en France, avec vraiment une qualité de fil qui est vraiment très très bonne. Et un côté de respirant et avec ces labels éco. Oui, on voit même au travers tellement le tissu c'est vraiment une fibre qui est vraiment incroyable et à porter. On a gagné l'Ironman de Vichy avec Vincent Terrier. En quelle année? Là, cette année là. Donc Vincent qui est à côté qui est pas très loin de chez nous, qui est à Nice, quoi, enfin de chez vous. Du coup voilà, donc après ça on va monter sur des prix à plus de 200 €, quoi. Voilà, donc ça on va vraiment avoir des produits qu'on va s'adapter un peu à la demande, quoi, mais on peut être entre 50 et 200 à peu près, quoi. Voilà. Et en parlant d'objets, vous avez normalement ramené des maillots pour nous faire J'ai ramené énormément de choses. Montrez-nous tout ça. Voilà, donc en fait on a toujours ce petit groupe, ce petit maillot avec le groupe Payen qui nous accompagne. Donc ça c'est pour le cyclisme. Ouais, ça c'est pour le cyclisme. Donc on retrouve ces matières, donc pareil c'est aussi des formes des comportements écologiques, c'est qu'on essaie d'utiliser des matières un peu sur la gamme vélo, la gamme course à pied, la gamme triathlon, pour essayer de limiter aussi le nombre de tissus. C'est fait en matériaux recyclés donc? Il y a 30% de matières recyclées dedans, ouais. Après c'est surtout toutes ces normes et sur la production du fil, sur les teintes, sur toutes ces choses-là où on est nous aussi vraiment beaucoup challengés. Et donc voilà, c'est toutes ces formes de pratiques qui sont recensées dans ces labels, quoi. Et nous, après, ce qui est important aussi, c'est qu'on va toutes les chutes de tissus, parce que c'est vrai que l'industrie du textile, c'est vraiment les chutes. Nous, quand on découpe nos tissus, ce qu'on jette, donc il y a un côté aussi économique, parce que quand tu jettes, tu ne l'utilises pas. Donc il y a aussi cette part-là, mais en fait, c'est intéressant, parce qu'on est capable de faire des tours de cou aussi. Donc ça, on a beaucoup de petits goodies comme ça, que vous pouvez trouver à 2 €, 3 €. Donc ça, on va proposer à 5 €, donc c'est pas non plus un prix exorbitant. Et ça c'est fait avec nos chutes de tissu, mettons des vestes mi-saison, et on fabrique même nos étiquettes. Comme ça rien n'est perdu. Exactement, on fabrique même nos étiquettes des produits. Avant je les faisais importer, et c'est vrai que je me suis dit putain, on a toute la chaîne de prod pour faire ça. Et donc du coup avec nos chutes de tissu, on est capable de faire nos beaux petites étiquettes produits. Voilà. Et on est au courant qu'il y a une certaine pratique qui s'appelle l'énoblissement des fils. C'est pour toi, pour le trail. Un beau bandeau, ouais. Donc on est au courant qu'il y a une certaine pratique qui s'appelle l'énoblissement des fibres. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est traiter... pas de nos viewers, c'est traiter le tissu pour donner certaines particularités. Donc ça peut être l'étanchéité et ça peut être aussi des caractéristiques esthétiques, donc comme les teintures. Est-ce que vous faites ça? Alors nous c'est de la sublimation, donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc avec des encres pareilles qui sont aussi pour tout ce qui est pour la peau aussi, c'est important aussi, hein, on a ce côté écologique, mais il faut aussi des matières qui vous brûlent pas, des choses qui sont aussi anti-UV, parce qu'il y a aussi des problèmes de peau maintenant de plus en plus avec des clients qui sont demandeurs de labels aussi, comme donc le label Ecotex qui permet aussi de sécuriser cette part-là sur les UV notamment. Donc ouais, non, c'est important pour nous, tout ce qui est la coloration. Donc nous, c'est vraiment la technique de sublimation. Voilà.
Et vous, dans le chat, est-ce que vous achetez des vêtements avec des labels comme le label Ecotext ou le label Ecovadis, Global Recycle Senders? Dites-nous tout. Dites-nous, est-ce que c'est important pour vous l'origine de vos vêtements, le Made in France, et vous, le plateau? Baptiste, par exemple, toi qui es un grand sportif, coureur de trail. Déjà, je peux le dire, c'est confort. Ah. Franchement, sur la tête, ça va bien. Moi, j'aime beaucoup, je valide. Franchement, c'est top. Non, mais franchement, c'est sûr que c'est des matériaux, des vêtements éco-responsables, c'est toujours mieux. Et puis même la conscience, c'est important aussi. C'est parce qu'on fait du sport qu'on s'en fout de tout ce qu'il y a à côté. Donc ouais, c'est important de s'habiller sans trop polluer. Camille, qui est arrivée en plateau avec nous, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour. Oui, mais je suis totalement d'accord avec Baptiste. Et c'est vrai que parfois, en tant que jeune étudiant, on a tendance à se dire que ça va être des prix assez élevés et que du coup, c'est pas très, très accessible. Et finalement, Benjamin nous a montré que c'est pas si cher que ça et que peut-être que c'est des investissements qu'on peut envisager. Et est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'il y a des vélos qui sont maintenant construits en bambou, en fibre de lin, mais aussi en résine biosourcée? Baptiste, toi qui fais du vélo souvent, dis-nous. Je savais pas, mais j'espère que c'est quand même solide parce que un vélo, quand même, il faut que ce soit costaud. On sait que le carbone, déjà, parfois, c'est assez fragile. Alors, de la fibre de bambou, j'avais jamais entendu parler. Hein. Benjamin, vous saviez, vous qui êtes triathlète, est-ce que vous feriez confiance justement à un vélo conçu en fibre de bambou? Non, je vais être honnête, je vais pas être corporate, là, je vais pas vous suivre sur ça. Non, mais après, je pense qu'il y a plein de choses. C'est vrai que le carbone, là, nous, on est très carbone depuis maintenant une vingtaine d'années sur la partie vélo. Et c'est vrai ce qui renvoie l'énergie, les choses comme ça. Parce qu'après, il y a aussi ces aspects-là qui sont importants, quoi. Donc, pour l'instant, je resterai sur le carbone. Mais c'est la performance avant tout? La performance, ouais. Voilà. Je vous remercie, Benjamin. Merci à vous, ouais. Le sport en plein air, surtout pendant les vagues de chaleur, n'est pas toujours idéal, non pas pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Et oui. Camille, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer tout ça? Bien sûr, avec plaisir. Écoutez, je vais commencer par vous donner un chiffre. 36 millions, c'est le nombre de personnes pratiquant une activité sportive en France, qu'ils soient amateurs comme professionnels. Pourtant, saviez-vous que la pratique sportive est fortement déconseillée au-delà de 32 degrés? Ce chiffre n'est pas du tout anecdotique, car dans le sud de la France, on pourrait connaître jusqu'à 66 jours par an, soit 1 jour sur 5, dépassant ce seuil si la planète se réchauffe à plus de 4 degrés. Alors face à ces changements, pourra-t-on encore concilier sport et chaleur? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Alors pour commencer, j'ai une question pour le plateau et pour le chat. Est-ce que la chaleur a déjà gâché un match ou une sortie sportive? Racontez-moi. Alors moi, personnellement, ça m'a gâché bien des entraînements. Quand je faisais du rugby et qu'on était en pleine canicule, on savait qu'on allait un peu, entre guillemets, souffrir. On nous conseillait de boire de l'eau toutes les 10 minutes et parfois ça résultait en malaise. C'était un peu extrême. Même pour moi qui pratique la course à pied à Nice, en plus dans le sud, je sais que l'été, faire du sport la journée, c'est impossible. J'attends le coucher du soleil obligatoirement, quitte à veiller un peu plus tard la nuit. Je fais mes sorties de nuit obligées pour la fraîcheur, quoi. Et vous Moi, je pense que dans la pratique du vélo, je pense que Benjamin pourra le confirmer, mais quand il fait chaud, les arrêts pour prendre de l'eau, c'est très régulier. Donc, ouais, quand il fait un peu plus frais, c'est tout de suite plus agréable. Et justement, je vais venir, mais peut-être aussi, Benjamin, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? On a tous pris un petit coup de chaud et donc on sait ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est des chiffres qui sont assez alarmants. Nous, on essaie vraiment de proposer des tissus de plus en plus légers pour répondre à cette demande, parce qu'on sait que ça va partir dans ce sens-là. Donc non, c'est quelque chose, on essaie vraiment d'être là-dessus, quoi, sur le coup. Mais vous avez raison, et pour vous répondre, je vais vous donner un petit contexte. Depuis 30 ans, les vagues de chaleur ont doublé en fréquence en France. En 2019, le Gard a enregistré une température record à 45,9 degrés. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si on peut remettre le chat pour savoir un peu si des personnes avaient des anecdotes de coups de chaud. Je ne sais pas. J'avoue que c'est vraiment compliqué de faire du sport en pleine canicule. Mais oui, ça vous allez le voir durant ma chronique. J'ai pas mal... tennis, apparemment, ça serait très difficile aussi à pratiquer. Le tennis fait partie des sports les plus complexes à pratiquer lors de la canicule.
Et par exemple, j'ai quelques exemples d'événements qui ne se sont pas très bien passés dus à cause de la chaleur. Par exemple, l'Ironman de Nice qui a dû être raccourci, ou encore l'Open d'Australie en 2014 où la canicule a forcé 9 joueurs à abandonner dès le premier tour. Vous l'aurez compris, ce n'est pas seulement une question de confort, le risque de chaleur est potentiellement mortel et bien réel. Pour mieux comprendre ces dangers, je suis allée à la rencontre du docteur Chaumet-Lagrange à Antibes, un médecin du sport depuis une vingtaine d'années. On l'écoute. Et à midi, en plein mois de juillet-août, sur la Côte d'Azur, ça n'a aucun intérêt. En plus, il y a le phénomène de pollution, vous parlez de la chaleur, mais il y a la pollution. Donc s'il y a du vent encore, ça va. Mais sinon, vous avez souvent des particules fines qui s'accumulent. Bon, donc vous avez la chaleur, les particules, mais pourquoi vous courez? Enfin, là, le sport, il est plus bénéfique. Le risque... effectivement, c'est de ne pas s'adapter, pardon. Donc il y a une hypersudation, le cœur va être hyper sollicité, on se déshydrate, ça favorise les tendinites, donc on peut avoir des problèmes cardiaques. Et sans compter les personnes qui auraient déjà des problèmes de santé et qui pourraient donc voir leur état se dégrader à cause du sport. Maintenant, on va regarder une carte. Alors si la carte veut bien s'afficher. Voilà, super. Elle met en évidence le nombre de jours supplémentaires où les températures dépasseront les 32 degrés si la hausse climatique atteint les plus 4 degrés Celsius. Par exemple, Toulouse pourrait avoir 44 jours de chaleur intense en plus, Marseille 45 et le maximum atteint dans certaines zones pourrait aller jusqu'à 66 jours supplémentaires. Alors maintenant, j'ai une nouvelle question pour le chat et pour vous. Selon vous, quel sport vous paraît déjà compliqué à pratiquer en été? Marie, par exemple? Je pense que tous les sports qui se pratiquent en extérieur, l'été, c'est compliqué. Donc, Vadim, il a dit la course, Benjamin et Baptiste ont dit le vélo. J'ai parlé du rugby, je pense qu'il y a aussi le foot. Tout ce qui nous demande un effort intense, je pense que ça peut être compliqué, oui. J'ajouterais que certains sports en salle, je pense notamment aux arts martiaux ou au basketball qui peut se pratiquer dans un endroit clos. Si le gymnase n'est pas rafraîchi, équipé de climatisation, la pratique du sport risque d'être particulièrement compliquée. Et justement, Vadim, c'est aussi quelque chose que je vais aborder un peu plus tard pour parler des salles qui ne sont pas très adaptées. Donc on continue. Maintenant qu'on a vu cette carte de France, nous allons parler santé, équipement et performance, parce que la hausse des températures ne menace pas que la pratique. Les sportifs professionnels sont en première ligne, mais les amateurs ne sont pas épargnés. Il faut savoir que le sport professionnel, lui, ne peut pas véritablement s'adapter. Il s'adapte plutôt à un programme télé ou à un calendrier de rentabilité. Donc eux vont être coincés sur des dates, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ou même qu'il fasse chaud, justement. La Coupe du Monde au Qatar ou encore le vélo ou les tennis, 3 exemples qui admettent des limites, mais voilà, les amateurs eux aussi ont du mal à s'adapter, ils n'ont pas de porteur d'eau comme disait Baptiste ou de poche de glace. Maintenant, le docteur Chaumet-Lagrange voit de plus en plus de patients déraisonnables arriver à son cabinet, on l'écoute. Des jeunes qui faisaient des stages de tennis au mois de juillet, je me souviens d'un en particulier, et qui faisait le stage entre 11h et 14h, c'est-à-dire quand le terrain était libre, vous voyez, personne ne peut jouer entre 11h et 14h en plein mois de juillet, voilà. Et le petit est arrivé, il avait mal partout, c'est pas qu'il avait une tendinite, c'était une tendinite, si je peux résumer comme ça. Je dis aux parents, mais il faut arrêter le massacre, quoi. Donc là, il faut vraiment, c'était pas possible. On parlait tout à l'heure des équipements. Alors saviez-vous que 50% des gymnases en France ont été construits avant 1987? À l'époque, on ne pensait pas forcément à l'isolation ou à la gestion des fortes chaleurs parce que ce n'était pas une priorité. Résultat, beaucoup de bâtiments ne sont pas adaptés aux températures qui augmentent. Et ça touche aussi maintenant les performances pour les sports d'endurance comme la natation. Excusez-moi, la température idéale est autour de 10 degrés. J'ai dit la natation? Je pense le marathon. Le marathon, excusez-moi. C'est le marathon. À 35 degrés, comme même les meilleurs athlètes voient leur performance nettement chuter. Donc le docteur l'explique également et je pense qu'on peut mettre la petite vidéo aussi. Essayer de se refroidir et de s'hydrater. Donc si on peut se protéger de la chaleur, mettre une casquette, un joueur de tennis va mettre une casquette, peut-être même mettre une casquette mouillée, va essayer de boire un maximum. Donc je vous ai dit, les coureurs cyclistes mettent des poches de glace. On ne peut pas faire grand chose de plus, les vêtements adaptés, les plus aérés possibles. Et enfin pour finir, face à ce défi colossal, l'ONG WWF propose des solutions pour préserver le sport malgré la chaleur.
Premièrement, on nous dit de réduire l'impact environnemental des événements sportifs. Cela passe par des infrastructures énergiquement responsables et une gestion optimisée des ressources comme l'eau et l'électricité. Ensuite, il faut aussi adopter les pratiques locales et saisonnières. Pourquoi organiser un championnat en hiver artificiellement enneigé alors qu'on pourrait privilégier les sports adaptés à la saison? Et enfin, il faut aussi sensibiliser via le sport. Les grandes compétitions comme les JO ou encore le Tour de France pourraient devenir, pourquoi pas, les vitrines pour des pratiques durables. Donc enfin, pour finir, j'ai une dernière question pour vous et pour le chat. Quelles seraient selon vous les initiatives les plus simples à mettre en place pour rendre le sport compatible avec la hausse des températures et le changement climatique? Maintenant, je peux te poser la question vu que tu viens d'arriver. Pour essayer de combler justement cette hausse des températures. Quelles seraient les pratiques les plus simples, le premier pas pour pallier à ça? Bah déjà pour essayer de faire du sport sans souffrir de la chaleur, bah, y a Vadim qui a très bien évoqué le fait que justement on va aller courir le soir ou très tôt le matin, ça dépend si on est plus ou moins matinal. Mais après oui, chacun de toute façon doit adapter des postures éco-responsables, mais dans la vie de tous les jours, pas que dans le sport, pour essayer de limiter cette hausse de la température. En tout cas, dans le foot par exemple, il y a de plus en plus de pauses fraîcheur qui sont mises en place au milieu de la mi-temps. Ça peut permettre justement d'éviter des malaises en plein match. Donc oui, c'est des choses qui sont simples à mettre en place et qui sont vitales pour qu'on puisse continuer à faire du sport malgré la chaleur. J'en profite pour te poser la question, Nathan, parce que le chat se demande, pour rappel, tu es l'un des coachs, parmi les 2 coachs de l'équipe masculine de football de l'école de Cannes, pour le tournoi de football inter-école de journalisme. Et à cette occasion, tu mèneras ton équipe en compétition au Tiège face aux 13 autres écoles de journalisme reconnues par la profession. Et le chat se demande, est-ce que le Tiège sera éco-responsable? Eh bien, on doit signer une charte sociale et environnementale pour jouer au Tiège. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, on essaye, eh bien, pour faire venir les écoles, qu'elles soient de Paris, de Strasbourg ou bien de Lille, d'adopter évidemment des transports qui sont communs. Donc ça peut être le bus ou le train. Et donc le but, c'est de minimiser les voyages en avion. Et donc voilà, en tout cas, s'il y a des viewers qui viennent d'autres écoles, on vous attend très très fort sur la croisette parce que ça va être très compliqué de repartir avec Typhus. Typhus, qui est? Tu peux nous le rappeler? Eh bien, Typhus, c'est le blaireau empaillé, qui est le symbole de la victoire du Tiège. Donc voilà, nous, aujourd'hui, il est à Cannes. Et donc le but, c'est de le garder le plus longtemps possible puisque c'est le trophée du Tiège. Je crois que le chat retient son souffle face à l'excitation du quiz que tu nous as préparé pour tenter de remporter le maillot qui nous a été présenté par Elliot des îles Marshall. C'est ça, donc là dans le chat on va vous mettre un petit sondage, voilà, il suffit juste de mettre que vous participez et on va tirer au sort. Et donc le fameux quiz, comme le rappelle Léon, voilà, qui a l'air très emballé par ce quiz tant attendu. Il l'attendait depuis le début. Ah oui, il n'était là que pour ça, je crois. N'hésitez pas à partager le live aussi autour de vous. Plus vous êtes nombreux et plus vous avez de chances de remporter le maillot. Donc première question, attention, question pour un champion. Quelles sont les 2 marques d'articles sportifs qui ont été assignées en justice en 2022 pour greenwashing? Donc la première réponse, Nike et Under Armour. Deuxième réponse, Puma et Asics. Troisième réponse, Adidas et New Balance. Et quatrième réponse, Justin Bridou et Babybel. J'ai un doute sur la dernière, ouais. franchement. Il y a un petit piège. Voilà, à moins que des chaussures soient faites en saucisson, mais c'est pas encore le cas. Je vous laisse répondre dans le chat. Vous en pensez quoi sur le plateau? Benjamin qui est exposé d'une marque. Ouais, je dirais Nike quand même peut-être. Nike Under Armour. Ouais. Je pense que j'aurais dit pareil, je serais partie sur la réponse A. Je pense que vous avez jamais testé les chaussures faites avec la cire des Babybel. C'est quand même assez particulier. C'est hyper intéressant. Faut tester. C'est une bonne initiative, les Babybel. C'est un bel essai que tu fais là, Marie, mais je ne pense pas. Moi, je partirais peut-être sur Adidas et New Balance.
Alors je sais pas ce que le chat a mis, mais en tout cas, t'avais raison Vadim, c'est bien Adidas et New Balance. En fait, c'est l'association Zero Waste France qui a porté plainte contre les deux marques pour éco-blanchiment. Oui, c'est ce terme qui est utilisé pour greenwashing, qui est un petit peu plus, qui est un petit peu moins beau en français, mais bon. Il a le mérite d'exister. Donc Adidas est accusé par l'association d'éco-blanchiment, comme je l'ai dit, à cause de slogans. Donc on peut citer Made to be remade, donc fait pour être réutilisé en français, et End Plastic Waste, donc soit mettons fin aux déchets plastiques, alors que la marque vend des baskets en plastique. Donc pour New Balance, ce qui est mis en cause, c'est une norme qui a été créée par la marque elle-même pour affirmer que ces produits seraient fabriqués à partir de 50% de matériaux provenant de sources, je cite, privilégiant l'environnement. Mais pour l'association Zero Waste France, c'est un grand flou qui recouvre une multitude de réalités. Deuxième question, j'espère que le chat est en feu. C'est la bonne réponse la plus rapide qui emporte le point. C'est ça. Quel ancien sportif français a organisé le premier festival de ramassage de déchets en France? Vous avez les propositions de réponse. Donc réponse A, Christophe Lemaître. Réponse B, Pierre-Ambroise Boss. Réponse C, Juste Leblanc. Réponse D, Johan Diniz. Ah, ça se Je bat un petit vois- peu dans je le vois chat, beaucoup il y a de- toutes les réponses. Ça allait tellement vite que j'ai même pas pu voir qui a répondu en premier B, mais en tout Là, il y cas, a eu de toutes les réponses. Là. C'est ça. Mais vous en faites pas, on a un modérateur du chat qui analyse toutes les réponses en temps et en heure, qui pourra voir les historiques pour attribuer les points à qui le vaut. donc la bonne réponse qui est majoritaire dans le chat, c'est bien la réponse B, Pierre-Ambroise Boss, le champion du monde du 800 mètres, qui a organisé un festival les 18 et 19 octobre dernier à Lyon. Pour ramasser des déchets, et en fait les participants ont réussi à ramasser 175 000 mégots, ce qui est quand même énorme, puisque quand on sait qu'un mégot permet de ne pas polluer près de 500 litres d'eau, eh bien ça fait énormément de litres d'eau qui sont sauvés grâce à ça. On passe à la troisième question. Quel stade de football qui sera rénové en 2026 aura des fuselages d'anciens avions en guise de pare-soleil? Donc, première réponse, le stade de la Méno à Strasbourg. Réponse B, le stade Murier 3 à côté du campus. Réponse C, le stade de Saint-Symphorien à Metz. Et réponse D, le stadium de Toulouse. C'est étonnant comme question. Est-ce que je peux essayer de répondre Oui. pour voir? Mais j'ai envie de dire la dernière réponse parce que c'est Toulouse Et Toulouse, c'est quasiment d'où je viens, donc voilà. Juste Enfin, pour je- ça. non, et Tu- au tu- quasiment, tu as eu c'est- des informations, J'ai pas- Camille, j'ai j'ai pas eu l'impression. d'informations, mais après, je me dis, c'est quand même la ville de l'aviation, donc je suppose que ça a un lien. Donc voilà. Eh bien, je Bah, suis content attention. d'avoir organisé ce quiz, puisque c'était la réponse piège, puisque ce n'est pas Toulouse. C'est bien des fuselages d'anciens avions d'Airbus, mais c'est bien le stade de la Méno qui va utiliser cette technologie. Alors, il y a d'autres technologies éco-responsables. On peut citer notamment les 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques nouvelle génération, et aussi l'eau de pluie qui sera captée et réutilisée pour alimenter les toilettes et l'arrosage de la pelouse. Ensuite, donc là on va passer sur du vrai ou faux, donc ça va être très très rapide, soyez réactifs le chat. Donc vrai ou faux, le golf est le deuxième sport amateur qui pollue le plus si on prend uniquement en compte les trajets liés à sa pratique. Ah, là, fallait suivre la chronique d'Axel, il me semble. Hein. Eh bien j'ai vu Matt qui a mis vrai. Et oui, c'est vrai, c'est le deuxième sport amateur qui pollue le plus si on prend juste en compte les trajets. Il y avait un petit piège puisque Axel a évoqué le fait que c'était le quatrième sport qui pollue le plus, mais là c'est quand ça intègre uniquement tout le sport, et moi là je parle vraiment que des trajets. Et en fait, donc en premier, on retrouve la plongée avec 2,8 millions de tonnes par an et par pratiquant, et alors que le golf c'est 2,2 millions de tonnes. Et ensuite, troisième, on retrouve le surf. Et en fait, ces sports-là, ils se retrouvent sur le podium parce qu'ils nécessitent un environnement spécifique qui sont liés à sa pratique, et donc qui impliquent des trajets longs pour les pratiquants qui peuvent parfois être faits en avion. Donc, par exemple, le golf ou la plongée, on peut partir en vacances presque essentiellement pour pouvoir pratiquer le sport, et donc ça augmente l'empreinte carbone. Ensuite, cinquième question. Étonnant. Vrai ou faux, Michel Platini, alors conseiller spécial du président de la FIFA Joseph Blatter, a déclaré en 1999 « On ne peut pas me reprocher de ne pas être écolo. J'ai joué avec les Verts de Saint-Étienne pendant 3 ans. Cette couleur fait autant partie de ma carrière qu'elle doit faire partie de la nature mondiale. »
il y a quelques Eh bien, faux, c'est beaucoup de Féouard vrais. qui répond, il me semble, en premier. C'est totalement faux, j'ai tout inventé, voilà. Michel Platini n'a jamais dit ça, évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est bien joué au chat, bien joué à Féouard. Ensuite, dernière question, toujours un vrai ou faux. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a été présentée comme complètement neutre en carbone par les organisateurs, vrai ou faux? J'attends le chat répondre, vous en pensez quoi sur le plateau? Ils n'auraient pas le culot d'arriver jusque-là de dire ça. J'allais dire qu'il serait très culotté de dire que c'est le cas, mais je pense que ce serait possible qu'ils le disent, donc ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Je pense que... oui. Ça m'étonnerait. J'aurais pu s'en vanter. Eh bien c'est vrai, dans le dossier d'évaluation pour la candidature du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde, les organisateurs ont affirmé qu'elle sera complètement neutre en carbone. Et même juste avant la compétition, où ils se sont rendus compte évidemment que ça n'allait pas être le cas, mais ils ont continué à mentir, puisqu'ils ont dit que l'événement allait rejeter 3,6 millions de tonnes de CO2, à peu près comme les autres éditions. Mais une société spécialisée qui s'appelle Greenly a enquêté sur la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Elle a refait les calculs, elle s'est rendue compte que les calculs étaient bien, enfin les méthodes de calcul étaient bien trop avantageuses pour cette Coupe du Monde au Qatar et qu'on serait plus autour de 6 voire 7 millions de tonnes de CO2 émis, ce qui est un record pour un événement sportif. Voilà, c'est ça. À titre de comparaison, c'est le triple que les JO à Paris. Donc voilà, on est sur, on peut le dire, une aberration écologique et c'est le double des autres éditions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. On va essayer de faire le tirage au sort pour savoir quelle personne repartira avec le maillot pour ceux qui se sont inscrits. Je vois Mathis qui me dit bientôt la question pour un champion Nathan. Évidemment, je me suis déjà inscrit pour cette émission. La régie est en train de compter toutes les voix. On aura la réponse d'une seconde à l'autre. Mais avant, si vous avez des questions, c'est aussi le moment de les poser. On est là, on va vous répondre et c'est le dernier moment où vous allez pouvoir le faire. Et on m'annonce que c'est Valentine qui a remporté le grand quiz et qui remportera le maillot des îles Marshall. Valentine, n'hésite pas dans les commentaires à poster ton nom sur Instagram. On te contactera via la messagerie, donc vérifie bien tes DM pour qu'on t'envoie les modalités d'envoi du maillot. Je pense qu'on peut tous applaudir Valentine. Bravo Valoche 0402. Merci également à Marie-Ange Soula qui est derrière, qui nous observe, et à Benjamin Piogier pour votre présence à cette émission. Ce deuxième épisode de Greenwatching touche maintenant à sa fin. Merci à tous nos chroniqueurs, toute l'équipe en régie. Merci à Mathéo Poulis, Célia Réunif à l'édition, à Suzy Fichot à la réalisation. Un grand bravo à tous. On a été ravis de vous présenter cette émission et on vous retrouve derrière vos écrans. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci également à toi, Marie, pour ta présence ici en plateau pour la rédaction de cet article. Et on vous donne rendez-vous le 17 février prochain pour un nouvel épisode de Greenwatching, l'épisode 3 de la saison 3. On parlera cette fois-ci d'éco-anxiété. Nous, on reste en contact sur tous les réseaux sociaux. Notre compte, pour rappel, c'est ejc.media. Le replay de cette émission sera disponible ce mercredi sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt sur Greenwatching.